Ils avaient tout prévu. Le projecteur, les graphiques colorés, les arguments cinglants, et même les rires préfabriqués. Je pensais rentrer chez moi pour célébrer Noël en famille, mais je suis entrée dans une salle de guerre où la cible, c'était moi. J'ai surpris mes parents et ma sœur en train de répéter, comme des acteurs avant une première, la destruction méthodique de ma dignité. Ils allaient projeter mon échec supposé sur un écran géant, devant 30 invités triés sur le volet, pour me forcer à accepter un destin que je ne voulais pas. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la ratée de la famille avait une arme secrète dans sa poche. Et cette nuit-là, le dîner ne s'est pas terminé par mes larmes, mais par leur silence terrifié. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur humiliation publique en mon plus grand triomphe, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes à Paris, à Montréal, à Dakar ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à vous. Tout a commencé le 20 décembre. Le ciel au-dessus de Paris était d'un gris métallique, lourd de neige non tombée, une couleur qui correspondait parfaitement à mon humeur chaque fois que je devais retourner à Saint-Germain-en-Laye. Je conduisais ma vieille camionnette utilitaire, celle que ma mère appelait avec dédain l'épave ambulante. À l'arrière, solidement arrimé, se trouvait mon chef-d'œuvre. Je l'avais baptisé le jardin de mer. C'était un écosystème fermé, un terrarium géant dans une sphère de verre soufflé à la main d'1 mètre de diamètre. À l'intérieur, j'avais recréé une forêt tropicale miniature, avec des mousses rares, des orchidées microscopiques et un système d'irrigation autonome que j'avais mis 4 mois à perfectionner. C'était vivant, c'était vibrant, c'était tout ce que je voulais dire à ma mère, que la vie peut fleurir même dans un espace clos, si on lui donne de l'amour. J'ai garé la camionnette loin de l'entrée principale, près de l'accès de service, comme une habitude ancrée depuis l'adolescence. Hermine, ma mère, disait toujours que mes véhicules faisaient tache devant la façade Louis XIII de la maison familiale. J'ai soulevé la sphère avec précaution, mes bras tremblant légèrement sous le poids, non pas du verre, mais de l'appréhension. J'avais 29 ans, j'étais une femme indépendante, et pourtant, dès que je franchissais ce portail en fer forgé, je redevenais la petite Asilis maladroite, celle qui avait toujours de la terre sous les ongles. J'ai traversé le jardin d'hiver. La maison était silencieuse, ou du moins le semblait-elle. Une odeur de cire pour parquet et de lys, ces fleurs funéraires que ma mère adorait, m'a saisi à la gorge. C'était l'odeur de la perfection. L'odeur du contrôle. Je me suis dirigée vers le bureau de mon père, Enguerrand, pensant y déposer mon cadeau en surprise avant de repartir. La lourde porte en chêne massif était entr'ouverte de quelques centimètres. Juste assez pour laisser filtrer une lumière dorée et des voix. Des voix que je connaissais par cœur, mais sur un ton que je n'aurais jamais dû entendre. « Regarde ça, papa », disait Toscane, ma sœur aînée. Sa voix avait cette texture soyeuse et coupante, comme du papier glacé. J'ai fini le dossier de mise à niveau. J'ai ajouté une diapositive spéciale, comparatif de rentabilité, Asilis vs la femme de ménage. C'est cruel, mais c'est drôle. J'ai cru avoir mal entendu. Je me suis figée, le terrarium pesant soudain 1 tonne dans mes bras. Ce n'est pas pour rire, Toscane, a répondu la voix grave et monotone de mon père. C'est une intervention nécessaire. Cette année, nous devons être brutaux. Je ne peux plus tolérer qu'elle salisse notre nom avec ces bricolages de jardinerie. Bricolage. Le mot a résonné dans ma tête, heurtant mes tempes. Mon travail, ma passion, l'art de la cascaping qui demandait des connaissances en chimie, en biologie et en architecture, réduit à du bricolage. Maman est d'accord, a demandé Toscane avec une excitation malsaine. Oh, absolument, a répondu ma mère, Hermine. Sa voix venait de plus loin, probablement assise dans son fauteuil Louis XV près de la cheminée. Je n'en peux plus de mentir ou de coursis. La semaine dernière, j'ai dû inventer qu'Asilis était en mission humanitaire au Pérou pour expliquer pourquoi elle sentait la vase la dernière fois. Nous devons la briser, Enguerrand. Lui faire honte publiquement devant tout le monde samedi soir. C'est le seul moyen pour qu'elle accepte enfin ce poste de secrétaire aux archives que Vianney lui a trouvé. Parfait, a conclu mon père, et j'ai entendu le bruit d'une souris d'ordinateur qu'on clique. Donc, après le plat de résistance, je lance la présentation sur l'écran du salon. On éteint les lumières et on lui montre la réalité de sa vie médiocre. Elle pleurera peut-être, mais elle nous remerciera plus tard. Ils ont ri. Tous les 3. Un rire léger, sophistiqué, le rire de gens qui pensent avoir le droit divin de juger les autres.
De l'autre côté de la porte, dans la pénombre du couloir, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas le verre du terrarium, que je serrais si fort que mes jointures étaient devenues blanches. C'était l'espoir. Ce vieil espoir stupide et tenace qu'un jour, si je travaillais assez dur, si je créais quelque chose d'assez beau, il me verrait enfin. Il me voyait, oui. Mais comme une tâche à effacer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas poussé la porte pour les confronter. Pas encore. L'instinct de survie, celui d'un animal blessé qui sait qu'il doit se cacher pour ne pas être achevé, a pris le dessus. J'ai reculé, pas à pas, retenant mon souffle jusqu'à ce que mes poumons brûlent. J'ai posé le terrarium le jardin de mer sur une console dans l'entrée froide, à côté d'un vase mink vide. Là, dans la pénombre, ma forêt miniature semblait soudain dérisoire, un jouet d'enfant abandonné dans un musée. Je suis sortie de la maison comme une voleuse, mes talons claquant à peine sur les graviers de l'allée tant je courais presque. Une fois dans la cabine de ma camionnette, j'ai verrouillé les portières. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour insérer la clé dans le contact. J'ai démarré et j'ai fui. J'ai fui Saint-Germain-en-Laye, ses grilles dorées, ses pelouses manucurées au millimètre, et ses habitants au cœur de pierre. Sur l'autoroute A13 qui me ramenait vers l'est de Paris, les larmes ont fini par couler. Elles étaient brûlantes, salées, brouillant ma vision des phares dans la nuit tombante. Chaque kilomètre qui m'éloignait d'eux faisait remonter un souvenir, comme si la boîte de Pandore de mon enfance venait d'exploser. Je me suis revue à 12 ans. J'avais passé 2 semaines à peindre une aquarelle pour l'anniversaire de maman. C'était un paysage marin, maladroit mais sincère. Je l'avais trouvé le lendemain dans la poubelle de la cuisine, plié en 2. Quand j'avais demandé pourquoi, maman avait simplement dit, sans lever les yeux de son magazine, le bleu jurait avec le papier peint, chérie. Et puis, tu as mis trop d'eau, le papier gondolait. C'était disgracieux. Disgracieux. C'était le mot qui définissait mon existence à leurs yeux. Je me suis revue à 20 ans, le jour où j'étais acceptée à l'École nationale supérieure de paysage. J'étais ivre de joie. Enguerrand, mon père, avait regardé la lettre d'admission, l'avait posée sur la table comme une facture impayée et avait dit « Je ne financerai pas une carrière de jardinier. Si tu veux faire du commerce, je paie Harvard. Si tu veux jouer avec la terre, tu te débrouilles. » J'avais travaillé la nuit dans des bars, j'avais vendu mes premiers petits terrariums sur les marchés aux puces, j'avais dormi 3 heures par nuit pendant 5 ans. Et j'avais réussi. J'avais bâti mon entreprise, l'âme verte, seule. Mais pour eux, rien de tout cela ne comptait. Pour eux, je n'étais qu'une erreur de parcours dans une lignée d'excellence financière. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, me faisant sursauter violemment. L'écran s'est allumé. Un message de Toscane. Toscane, n'oublie pas samedi. J'ai fait envoyer une robe chez toi par coursier. Une robe bleu nuit, colo. S'il te plaît, ne mets pas tes chiffons de hippie. Les de Courcy seront là, et Hubert de Courcy déteste le mauvais goût. Fais un effort pour ressembler à une humaine. J'ai failli jeter le téléphone par la fenêtre. Ressembler à une humaine. Comme si j'étais une espèce différente, une créature des bois qu'on devait toiletter et dresser avant de la présenter à la cour. La nausée m'a prise au creux de l'estomac. Ils ne m'invitaient pas pour Noël. Ils m'invitaient pour une exécution. Ils avaient besoin de moi comme faire-valoir. Ma médiocrité supposée allait servir de contraste pour faire briller la réussite éclatante de Toscane et la générosité paternelle d'Enguerrand qui essayait tant bien que mal d'aider sa fille ratée. J'ai serré le volant jusqu'à me faire mal. La colère commençait à remplacer la douleur. Une colère froide, dense, qui montait du fond de mes tripes. Il voulait une présentation PowerPoint? Il voulait des chiffres? Il voulait parler de valeurs? Très bien, ai-je murmuré dans l'habitacle vide, ma voix rauque et inconnue à mes propres oreilles. Vous voulez jouer au business? On va jouer au business. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je ne pouvais pas affronter la solitude de mon loft ce soir-là. J'avais besoin d'un témoin. J'avais besoin de quelqu'un qui me rappellerait que je n'étais pas folle. J'ai pris la sortie vers le 11e arrondissement. Je savais où aller. La librairie de Lison s'appelait Le Temps retrouvé. C'était une petite boutique coincée entre une boulangerie et un lavomatique, avec une vitrine encombrée de livres aux reliures de cuir craquelé. Dès que j'ai poussé la porte, l'odeur m'a enveloppée,
un mélange réconfortant de vieux papier, de poussière intelligente et de thé à la bergamote. C'était l'opposé exact de la maison de mes parents. Ici, rien n'était parfait, mais tout avait une âme. Lison était derrière son comptoir, en train de recoller minutieusement la tranche d'un ouvrage du XVIIIe siècle. En me voyant entrer, le visage ravagé par les larmes, ses lunettes ont glissé sur son nez. Elle a posé son pinceau sans un mot, a contourné le comptoir et m'a prise dans ses bras. Elle sentait la colle d'amidon et la lavande. Ne dis rien, a-t-elle chuchoté alors que je m'effondrais contre elle. Je mets la bouilloire. On ferme. Elle a tourné l'écriteau sur la porte, tiré les rideaux de velours rouge et m'a emmené dans l'arrière-boutique. C'est là, assise sur un vieux fauteuil Voltaire dont le rembourrage sortait par un trou dans la coudoir, que j'ai tout raconté. Les voix derrière la porte. Le PowerPoint. Le plan pour m'humilier devant les de Courcy. Le poste de secrétaire. Lison m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux noisettes devenant de plus en plus sombres à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, elle n'a pas pleuré avec moi. Elle s'est levée, a attrapé un livre lourd sur une étagère et l'a claqué violemment sur la table. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Ce sont des monstres, Asilis, a-t-elle dit, la voix tremblante de rage contenue. Ce ne sont pas des parents, ce sont des vampires émotionnels. Ils se nourrissent de ta confiance en toi pour se sentir supérieur. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la petite pièce encombrée. Tu sais pourquoi ils font ça, a-t-elle continué, pointant un doigt accusateur vers moi. Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. C'est parce que tu es libre. Enguerrand déteste son travail, il est esclave de ses clients depuis 30 ans. Hermine est esclave des apparences. Toscane est esclave de la jalousie. Et toi tu joues avec la terre, tu crées de la vie, tu es heureuse avec tes mains sales. Ta liberté est une insulte à leur prison dorée. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'avais toujours pensé que j'étais le problème. Que si j'étais plus intelligente, plus riche, plus élégante, ils m'aimeraient. Mais Lison avait raison. Mon existence même remettait en cause leur choix de vie. Ils veulent t'humilier samedi? Lison s'est arrêtée devant moi, un sourire féroce étirant ses lèvres. Ils veulent montrer à tout le monde qui est la petite Asilis? Alors, montrons-leur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je reniflé. Je ne vais pas y aller. Je vais éteindre mon téléphone et disparaître. Ah non, s'est exclamé Lison. Si tu n'y vas pas, ils raconteront leur version de l'histoire. Ils diront que tu as eu peur, que tu es instable, que tu as fui tes responsabilités. Et tout le monde les croira. Tu dois y aller, Asilis. Mais tu ne vas pas y aller en tant que victime. Tu vas y aller en tant que prédatrice. Elle s'est penchée vers moi, ses yeux brillants d'une lueur que je ne lui connaissais pas. Rappelle-toi ce que Côme, le mari de ta sœur, a dit l'autre jour quand il est passé chercher un livre pour son patron? Il a dit que tu étais lente d'esprit. Que c'était pour ça que tu avais choisi un métier manuel. Il pense que tu es bête, Asilis. C'est ton plus grand avantage. Ils ne te verront jamais venir. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose changer en moi. La tristesse s'est solidifiée, devenant une armure. Lison avait raison. Ils avaient préparé un procès, mais ils avaient oublié que l'accusé avait le droit de présenter des preuves. Je me tourne vers vous maintenant. Si vous étiez à ma place, après avoir entendu votre propre famille planifier votre destruction sociale, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fui pour vous protéger, ou seriez-vous resté pour vous battre au risque de tout perdre? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir choisi la guerre. J'ai passé la nuit sur le canapé de la librairie, entourée par la sagesse silencieuse de milliers de livres. Je n'ai presque pas dormi, mais au matin, je n'étais pas fatiguée. J'étais lucide. Une lucidité tranchante, cristalline. Je suis retournée à mon atelier à Montreuil vers 8 heures du matin. C'était un ancien garage industriel que j'avais transformé. De l'extérieur, c'était un bâtiment de briques rouges couvert de lierre, un peu délabré. Mais à l'intérieur, c'était mon sanctuaire. Des rangées d'aquariums éclairés par des lumières LED spectrales, des murs de mousse vivante, des étagères remplies de roches volcaniques et de racines de mangrove. L'air y était humide, riche en oxygène, saturé de l'odeur de l'humus et de la vie. Je me préparais un café noir quand j'ai entendu un moteur ronronner dehors.
Pas le bruit habituel des scooters de livraison ou des camions poubelles. C'était le feulement discret et puissant d'une voiture de luxe. J'ai regardé par la fenêtre de l'atelier, que j'avais dû gratter pour enlever la condensation. Une Bentley noire, longue comme un yacht, était garée juste devant ma porte écaillée, bloquant presque la ruelle. Un chauffeur en uniforme est sorti pour ouvrir la portière arrière. Une femme en est descendue. Elle portait un manteau en cachemire camel et des lunettes de soleil, malgré le ciel gris. Mon cœur a raté un battement. Ce n'était pas n'importe qui. C'était l'assistante personnelle de Madame de Saint-Phal. Je les avais contactés 6 mois plus tôt, sans grand espoir, pour proposer mes services pour leur nouvel hôtel 5 étoiles place Vendôme. Je n'avais jamais eu de réponse. J'avais supposé que mon dossier avait fini à la poubelle, comme l'aquarelle de mes 12 ans. J'ai ouvert la porte, essuyant nerveusement mes mains sur mon tablier de travail taché de terre. « Mademoiselle Azilis ?» a demandé la femme en retirant ses lunettes. Elle avait un regard acéré qui scannait l'atelier par-dessus mon épaule. « C'est moi », ai-je répondu, tentant de paraître plus assurée que je ne l'étais. « Madame de Saint-Phal voudrait vous parler. Elle est dans la voiture, en visioconférence, mais elle a insisté pour voir votre travail de ses propres yeux. » La femme m'a tendu une tablette. Sur l'écran, le visage de Madame de Saint-Phal, la légende de l'hôtellerie de luxe, m'observait. Mademoiselle, a dit la voix dans la tablette, autoritaire mais curieusement chaleureuse. J'ai vu votre compte Instagram Lame Verte. Vous travaillez sous pseudonyme, c'est intelligent. Vos concurrents font de la décoration. Vous faites de la poésie biologique. Je suis restée bouche bée. Elle avait vu mon compte secret? Celui où je ne montrais jamais mon visage, juste mes mains et mes créations? Je vais aller droit au but, a poursuivi Madame de Saint-Phal. Je veux un mur végétal aquatique dans le hall principal du l'Héritage Vendôme. Quelque chose de monumental. Quelque chose qui fasse pleurer les touristes américains quand ils entrent. J'ai vu les croquis que vous aviez envoyés. Ils étaient bons, mais timides. Je veux que vous alliez plus loin. L'assistante a sorti une pochette en cuir de son sac et l'a posée sur mon établi, juste à côté d'un sac de terreau ouvert. Voici le contrat, a dit l'assistante. Nous vous proposons 180 000 € pour la conception et l'installation. Plus un contrat de maintenance annuel de 20 000 €. Nous avons besoin de votre signature aujourd'hui. L'inauguration est dans 3 mois. 180 000 €. Le monde a vacillé autour de moi. J'ai dû m'appuyer contre un réservoir de 500 litres pour ne pas tomber. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. C'était 5 ans du salaire de ma sœur Toscane. C'était la preuve, tangible, ancrée sur papier, que je n'étais pas une ratée. Il y a une condition, a ajouté Madame de Saint-Phal depuis l'écran. Je veux l'exclusivité totale pendant 1 an. Pas de petits projets à côté. Vous êtes à moi. C'est d'accord? J'ai regardé l'écran, puis j'ai regardé mes mains. Ces mains que ma mère trouvait dégoûtantes. Ces mains qui valaient maintenant une fortune. C'est d'accord, ai-je soufflé. Parfait. Bienvenue dans la cour des grands, Azilis. Ah, et une dernière chose. J'ai cru comprendre que vous étiez la fille d'Enguerrand. J'ai senti mon sang se glacer. Oui, madame. Madame de Saint-Phal a eu un petit rire sec. Votre père a essayé de gérer mes investissements il y a 10 ans. Je l'ai viré. Il manquait cruellement d'imagination. Je suis ravie de voir que cela n'est pas héréditaire. L'écran s'est éteint. La Bentley est partie. Et je suis restée seule au milieu de mes aquariums, avec un contrat à 6 chiffres et une révélation qui allait changer le cours de l'histoire familiale. 180 000 €. Le chiffre dansait devant mes yeux, imprimé en caractères gras au bas de la page 4 du contrat. J'ai relu le document 10 fois. J'ai vérifié les signatures, les tampons, les clauses. C'était réel. J'ai signé avec un stylo qui fuyait un peu, ma main tremblant d'une excitation électrique. Puis j'ai scanné le document et l'ai renvoyé immédiatement. L'acompte de 50% devait arriver sous 48 heures. Mon premier réflexe a été de vouloir appeler ma mère. De lui crier, « Tu vois ? Tu vois ce que je vaux ?» Mais je me suis arrêtée, le doigt suspendu au-dessus de l'écran. Non.
Si je leur disais maintenant, ils trouveraient un moyen de gâcher ça. Ils diraient que c'est de la chance. Que je ne saurais pas gérer cet argent. Enguerrand tenterait de prendre le contrôle, de placer cet argent pour moi. Toscane deviendrait mielleuse et fausse. Lison avait raison. Il fallait que ce soit public. Il fallait que ce soit incontestable. J'ai passé le reste de la journée non pas à célébrer, mais à préparer ma défense. J'ai appelé un avocat, un ami de fac de Lison spécialisé dans le droit de la famille et la propriété. Maître, lui ai-je dit au téléphone, je veux rédiger une mise en demeure pour récupérer mes biens personnels restés au domicile de mes parents. Tout. Mes livres d'enfance, mes outils stockés dans le garage, mes vêtements. Et je veux une déclaration d'indépendance fiscale totale. Vous préparez un divorce, a-t-il demandé, amusé. Pire. Je prépare un départ définitif de ma famille. Ensuite, j'ai regardé la robe que Toscane m'avait envoyée. Elle était arrivée par coursier dans l'après-midi. Une robe bleu nuit, rigide, collet monté, le genre de vêtement qui vous oblige à vous tenir droit et à ne pas respirer. Le genre de robe qui dit « Je suis une poupée sage ». Je l'ai laissée dans sa housse en plastique. Je suis allée dans ma penderie. J'en ai sorti mon costume de combat. Un tailleur-pantalon noir, coupe italienne, que j'avais acheté en solde il y a 3 ans pour un rendez-vous à la banque, qu'on m'avait refusé. Il était élégant, tranchant, moderne. Avec une chemise en soie blanche et mes talons aiguilles, je ne ressemblais pas à la petite jardinière. Je ressemblais à une femme d'affaires. Je ressemblais à la directrice artistique du projet Vendôme. J'ai commencé à emballer mentalement mes souvenirs. J'ai fait le tri entre ce que je voulais garder de ma relation avec eux, presque rien, et ce que je devais laisser derrière moi, la culpabilité, le besoin de validation, la peur. Le soir même, j'ai reçu la notification de ma banque. Virement reçu, 90 000 €. Le solde de mon compte est passé de 342,50 € à 90 342,50 € en une seconde. J'ai regardé l'écran, fasciné. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était de l'oxygène. C'était la clé de ma cellule. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai ouvert une présentation PowerPoint vierge. Si mon père voulait des graphiques, j'allais lui en donner. J'ai inséré le scan de mon contrat. J'ai inséré une capture d'écran du virement bancaire. J'ai inséré une photo de la une du magazine Architecture et Nature qui allait sortir le mois prochain avec mon interview exclusive, que je n'avais dit à personne. J'ai sauvegardé le fichier sous le nom, laréalité.pptx. Puis je l'ai copié sur une clé USB en métal brossé. Je l'ai glissé dans ma poche. Elle était froide et lourde. C'était ma grenade dégoupillée. Et samedi soir, j'allais la lancer au milieu de la dinde au marron. Les jours précédant Noël se sont écoulés dans une tension sourde, comme l'air avant un orage. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, chaque notification étant une petite piqûre de venin distillé par ma famille. Ils voulaient s'assurer que leur victime serait bien présente à l'abattoir. Le 23 décembre, mon père m'a envoyé un email. Objet, derniers ajustements CV. Le corps du mail disait « Asilis, j'ai pris la liberté de réécrire ton CV pour le donner à Vianney. J'ai supprimé les références à tes expériences artistiques. J'ai mis l'accent sur ta capacité d'organisation, bien que ce soit une exagération. Apprends ce CV par cœur. Si les de Courcy te posent des questions, tu t'en tiens à ce script. Ne parle pas de tes poissons. Ne parle pas de tabou. Sois vague. » J'ai senti la bile monter. Il me demandait d'effacer qui j'étais pour devenir une coquille vide acceptable. J'ai répondu simplement, bien reçu, papa. Je serai prête. Toscane, elle, jouait sur le registre de la fausse bienveillance. Elle m'envoyait des photos de la décoration de table. Regarde, j'ai mis des marque-places en argent. J'ai mis le tien à côté de tante Odile, au bout de la table. Comme ça, tu seras près de la cuisine si on a besoin d'aide pour le service. Près de la cuisine. À la place des enfants ou des domestiques. Le message était clair, tu n'es pas des nôtres. Tu es juste toléré. J'ai passé la veille de Noël, le 24 au matin, à nettoyer mon atelier de fond en comble. Je voulais que tout soit parfait pour mon retour.
J'ai dit au revoir à mes plantes, à mes poissons, comme si je partais pour une longue guerre. Vers 16 heures, Lison est passée me voir. Elle portait une robe rouge éclatante et tenait une bouteille de champagne. C'est pour ce soir, a-t-elle dit en me tendant la bouteille. Pas pour boire avec eux. Pour boire après. Quand tu auras gagné. J'ai peur, Lison, ai-je avoué, ma voix se brisant pour la première fois depuis 2 jours. Et s'ils arrivaient encore à me faire sentir petite? Et si, devant eux, je perdais mes moyens? Lison m'a attrapé les épaules et m'a planté son regard dans le mien. Tu te souviens de ce que Madame de Saint-Phal a dit? Tu as de l'imagination. Eux, ils n'ont que des règles. L'imagination bat toujours les règles, Asilis. Toujours. Tu n'es plus leur fille ce soir. Tu es Asilis de l'âme verte. Tu es une chef d'entreprise qui a signé le plus gros contrat de l'année. Entre dans cette pièce comme si tu étais propriétaire des lieux. J'ai respiré profondément. Elle avait raison. Je devais dissocier. Je devais jouer un rôle. Le rôle de la femme que j'étais devenue sans eux. J'ai enfilé mon tailleur noir. J'ai lissé mes cheveux en un chignon strict, moderne. J'ai mis un rouge à lèvres carmin, une couleur que ma mère trouvait vulgaire mais que je trouvais puissante. J'ai glissé la clé USB dans la poche intérieure de ma veste, contre mon cœur. J'ai pris ma voiture, pas la camionnette, j'avais loué une berline propre pour l'occasion, un petit investissement pour l'image. En roulant vers Saint-Germain-en-Laye, la neige a commencé à tomber. Les flocons s'écrasaient contre le pare-brise, silencieux et implacables. Je me sentais étrangement calme. C'était le calme du tireur d'élite qui a sa cible en visuel et qui attend juste que le vent tombe. Il s'attendait à voir arriver une victime en robe bleu nuit, tête basse, prête à s'excuser d'exister. Ils ne savaient pas qu'ils allaient ouvrir la porte à leur pire cauchemar. Le cheval de Troie arrivait, et il portait des talons aiguilles. Il était 19h30 quand je suis arrivé devant la grille. Les fenêtres de la maison brillaient comme des yeux jaunes dans la nuit. Il y avait plusieurs voitures de luxe dans l'allée, la Jaguar de mon père, le SUV Porsche de Toscane et Vianney, et une Mercedes Maybach que je ne connaissais pas, sans doute celle des de Courcy. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'air glacé remplir mes poumons, et j'ai sonné. C'est mon père qui a ouvert. Il portait son smoking de velours bordeaux, un verre de whisky à la main. Son sourire de façade s'est effacé instantanément quand il m'a vu. Il m'a scanné de haut en bas, s'arrêtant sur mon pantalon, sur mes talons, sur mon absence de la robe approuvée. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? A-t-il sifflé entre ses dents pour que les invités n'entendent pas? Où est la robe que ta sœur t'a envoyée? Tu ressembles à un garçon de café. Bonsoir à toi aussi, papa, ai-je répondu d'une voix égale, en entrant sans attendre son invitation. La robe ne m'allait pas. J'ai préféré quelque chose de plus, professionnel. Je l'ai contournée et je suis entrée dans le grand salon. La chaleur était étouffante. Le sapin de 3 mètres touchait presque le plafond mouluré, croulant sous les décorations en cristal Swarovski. Tout brillait, tout était cher, tout était mort. Ma mère s'est figée en me voyant, une coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Toscane, moulée dans une robe à paillettes dorées, a écarquillé les yeux. Asilis, s'est exclamée ma mère avec un sourire crispé, voyant que monsieur et madame de Courcy nous regardaient. Quelle surprise! Tu as changé de style? On grandit tous, maman, ai-je dit en souriant. Un sourire carnassier. J'ai salué les de Courcy. Hubert de Courcy était un homme imposant, au visage rougeau, qui avait fait fortune dans l'immobilier industriel. Sa femme, Chantal, était une version plus âgée de ma mère, couverte de perles. Ah, voici la fameuse Asilis, a tonné Hubert de Courcy. Votre père nous disait que vous cherchiez votre voie. C'est courageux, à votre âge. Le ton était condescendant, mais j'ai perçu une lueur de curiosité. Mon père s'est empressé d'intervenir. Oui, elle est en transition. Mais nous avons bon espoir. Passons à table, voulez-vous? Le dîner était une torture orchestrée. Je fus placé au bout de la table, comme prévu, loin des conversations centrales. Toscane et Vianney monopolisaient la parole, parlant de leurs vacances aux Maldives, de leurs bonus, de leurs réussites. De temps en temps, ils lançaient une petite pique dans ma direction. Et toi, Asilis? A demandé Vianney en coupant son foie gras.
Toujours à vendre des bocaux sur les marchés de Noël? Ça paie le loyer ou c'est papa qui complète? Les de Courcy ont ri poliment. J'ai senti mes joues chauffer, mais j'ai gardé le contrôle. J'ai bu une gorgée d'eau. En fait, Vianney, le marché du design biophilique est en pleine expansion. C'est un secteur très porteur pour qui sait s'y prendre. Vianney a éclaté de rire, postillonnant un peu de brioche. Design biophilique. Écoutez-la. Elle a appris des mots savants pour dire jardinage. Mon père a tapoté sur son verre avec son couteau. Le son cristallin a coupé court au rire. L'heure était venue. Mes chers amis, a commencé Enguerrand en se levant. Noël est le moment de la vérité et de l'entraide. Comme vous le savez, notre famille valorise l'excellence. Mais elle valorise aussi la charité envers ceux qui ont du mal à suivre le rythme. Il a fait un geste vers le grand écran plat accroché au mur du salon, visible depuis la table. Asilis, nous t'aimons. Et parce que nous t'aimons, nous avons préparé une petite analyse de ta situation. Pour t'aider à voir la réalité en face. Toscane, si tu veux bien lancer la présentation. Toscane a sorti une télécommande de sous sa serviette, les yeux brillants de malice. L'écran s'est allumé. La première diapositive est apparue. Un titre énorme en rouge, bilan DE carrière, l'échec d'Asilis. En dessous, un graphique montrant mes revenus supposés, basés sur ce qu'ils imaginaient, plongeant vers le bas, comparé à la courbe ascendante de Toscane. Il y a eu un silence gêné autour de la table. Même les de Courcy semblaient trouver ça un peu brutal pour un réveillon. Papa, ai-je dit calmement. Tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux, a répondu mon père, la voix pleine d'une fausse gravité. Regarde ces chiffres, Asilis. Tu ne cotises pas assez pour ta retraite. Tu n'as pas de patrimoine. Tu es une charge potentielle pour cette famille. Mais j'ai une solution. Vianney a un poste pour toi. 28 000 € par an. C'est généreux pour quelqu'un sans qualification réelle. Accepte et nous oublions cette présentation. C'était l'ultimatum. L'humiliation publique ou la soumission totale. Je me suis levé lentement. J'ai lissé ma veste. J'ai marché vers mon père, mes talons claquant sur le parquet. Il a reculé d'un pas, surpris par mon assurance. Tu as raison, papa, ai-je dit, ma voix claire résonnant dans la pièce silencieuse. Les chiffres ne mentent pas. Mais ton analyse a un défaut majeur. Lequel, a-t-il balbutié. Tes données sont périmées. J'ai arraché la télécommande de la main de Toscane qui était restée bouche bée. J'ai sorti ma clé USB de ma poche et je l'ai insérée dans le port latéral de la télévision. Permettez-moi de faire une mise à jour, ai-je dit en me tournant vers les invités. L'écran est devenu noir pendant une seconde qui a semblé durer une éternité. Je sentais le regard brûlant de ma mère dans mon dos, la confusion de mon père à ma droite et l'anticipation nerveuse des de Courcy. Puis, mon fichier s'est chargé. La première image n'était pas un graphique. C'était le logo doré et élégant du groupe Hôtel et Resort Saint-Phal. Un nom qui imposait le silence instantané dans n'importe quel cercle financier. Qu'est-ce que c'est que ça ? A demandé Toscane, sa voix montant dans les aigus. Tu as piraté le logo d'un hôtel ? J'ai appuyé sur le bouton suivant. Le contrat est apparu. Scanné en haute résolution. On pouvait lire clairement l'entête, mon nom complet, Asilis de Montmorency, j'utilisais mon nom de jeune fille pour les contrats officiels, et surtout, le montant, encadré en rouge par mes soins. Montant total du projet, 180 000 € achetés. À compte versé à la signature, 90 000 €. J'ai entendu un bruit de couvert qui tombe. C'était Madame de Courcy. C'est un faux, a crié ma mère, se levant brusquement, renversant presque sa chaise. Elle a fabriqué ça. Asilis est une menteuse pathologique. J'ai souri. J'attendais cette réaction. J'ai appuyé sur suivant. La capture d'écran de mon compte bancaire est apparue. Daté d'hier. Solde créditeur, 90 342 € et 50 centimes d'euros. L'émetteur du virement était clairement identifié. Saint-Phal Finance Corporation, maman, ai-je dit doucement, mais avec une autorité glaciale. Le faux et usage de faux est un crime.
L'encaissement d'un chèque de banque certifié est une réalité. Ce montant, c'est mon acompte pour le premier trimestre. C'est, si mes calculs sont bons, l'équivalent de 3 ans du salaire que Vianney voulait généreusement m'offrir. Je me suis tournée vers mon père. Enguerrand était pâle. Pas blanc, mais gris. La couleur de la cendre. Il fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte, comme s'il essayait de recalculer tout son univers mental. Tu voulais parler de rentabilité, papa? Parlons-en. Mon entreprise a une marge nette de 65%. Je n'ai aucune dette. Et ma cliente principale est la femme qui t'a viré il y a 10 ans parce qu'elle te trouvait incompétent. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épine de sapin tomber sur la moquette. Hubert de Courcy s'est levé lentement. Il ne regardait plus mon père. Il me regardait moi, avec une intensité nouvelle. « Attendez une minute », a-t-il dit de sa voix de basse. « Asilis. Vous êtes l'âme verte ? Le compte Instagram ? » J'ai hoché la tête. C'est mon nom d'artiste, oui. Hubert de Courcy a éclaté d'un rire tonitruant, un rire qui a fait trembler les verres en cristal. Il s'est tapé la cuisse. Incroyable. Enguerrand, espèce d'imbécile, a-t-il lancé à mon père, qui a sursauté comme si on l'avait giflé. Tu as passé la soirée à nous dire que ta fille était une bonne à rien, alors que j'essaie d'obtenir un rendez-vous avec elle depuis 2 mois. Il s'est tourné vers moi, ignorant totalement mes parents pétrifiés. Mademoiselle, j'ai vu vos murs végétaux à l'exposition de Lyon l'an dernier. Je ne savais pas que c'était vous. J'ai un projet de complexe résidentiel à Neuilly. Je veux que vous fassiez tous les halls d'entrée. Tous. Je paie 20% de plus que Saint-Phal. J'ai jeté un coup d'œil à ma famille. Toscane pleurait, des larmes de rage silencieuses qui faisaient couler son mascara. Vianney regardait ses chaussures, comprenant qu'il venait d'insulter une femme plus riche et plus influente que lui. Ma mère était retombée sur sa chaise, la main sur la poitrine, cherchant son souffle. Et mon père me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la peur. Il réalisait que le pouvoir venait de changer de camp. Il réalisait que la petite Asilis n'avait plus besoin de lui, mais que lui, avec ses connexions déclinantes, pourrait bien avoir besoin d'elle. J'ai retiré ma clé USB. L'écran est redevenu noir, effaçant la preuve de mon triomphe, mais l'image était gravée dans leur rétine pour toujours. Monsieur de Courcy, ai-je répondu avec un sourire poli. Je suis flatté. Appelez mon assistante lundi. Nous verrons si mon emploi du temps le permet. Puis j'ai regardé mon assiette pleine, le foie gras intact, le vin chambré. Malheureusement, je crains de ne plus avoir faim. L'atmosphère ici est un peu toxique pour mes plantes. Et pour moi. Je me suis dirigée vers la sortie. Personne n'a osé m'arrêter quand j'ai traversé le salon. Le bruit de mes talons sur le parquet était le seul son dans la maison, un métronome marquant la fin d'une ère. Arrivé dans le hall d'entrée, j'ai vu le terrarium le jardin de mer toujours posé sur la console, là où je l'avais laissé 4 jours plus tôt. Il captait la lumière du lustre, brillant comme une petite planète verte et parfaite. J'ai hésité une seconde. Devais-je le reprendre ? Non. J'ai attrapé un marqueur noir qui traînait sur le guéridon du téléphone, mon père notait toujours ses messages ici. J'ai écrit directement sur le verre du terrarium, en grosses lettres capitales, pour le souvenir DEC que vous avez TE accent aigu. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de la nuit m'a frappé au visage, purifiant, vivifiant. La neige recouvrait tout d'un manteau immaculé, cachant la laideur du monde, cachant la cruauté de cette maison. Alors que je descendais les marches du perron, j'ai entendu la voix de ma mère. Elle avait couru derrière moi. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, sans manteau, frissonnante, serrant sa serviette de table comme une bouée de sauvetage. « Asilis. Reviens ici tout de suite », a-t-elle crié. Ce n'était plus la voix sophistiquée de la mondaine. C'était le cri strident d'une mégère perdant le contrôle. « Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas partir comme ça devant les de Courcy. Tu nous humilies. » Je me suis arrêtée près de ma voiture de location. J'ai ouvert la portière, puis je me suis retournée lentement. « Je vous humilie ?» ai-je demandé, ma voix portant clairement dans l'air glacé.
Maman, vous aviez préparé un PowerPoint pour me détruire. Vous aviez prévu de rire de ma vie. Je n'ai fait que corriger vos données. Si la vérité vous humilie, c'est que votre vie est un mensonge. Ton père va te déshériter, a-t-elle hurlé, désespérée. Tu n'auras pas un centime de cette maison. J'ai ri. Un rire franc, libéré, qui est monté vers les étoiles. Garde ton argent, maman. Garde ta maison froide. Garde tes dîners parfaits. J'ai gagné 90 000 € hier en étant moi-même. Combien as-tu gagné, toi, en étant l'ombre de papa? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle était vaincue. Pour la première fois de ma vie, je la voyais telle qu'elle était, une vieille femme aigrie, enfermée dans une cage dorée dont elle avait perdu la clé. Joyeux Noël, maman, ai-je conclu. Profite bien du dessert. Il paraît qu'il a un goût amer quand on le mange seul. Je suis montée dans la voiture. J'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu ma mère devenir de plus en plus petite, une tache rouge et or sur fond blanc, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans le tourbillon de neige. J'ai roulé. J'ai roulé loin de Saint-Germain-en-Laye, loin des grilles, loin des jugements. J'ai mis la radio à fond. Il passait Feeling Good de Nina Simone. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Je ne pleurais pas. Je souriais. Mes joues me faisaient mal tellement je souriais. À mi-chemin de Paris, mon téléphone a sonné. C'était Toscane. J'ai laissé sonner. Puis un message de Vianney. Asilis, on peut discuter. Pour l'investissement dont tu parlais. Supprimé. Puis un appel de mon père. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas pour toujours, peut-être. Mais pour ce soir. Ce soir, personne ne pouvait m'atteindre. Ce soir, j'étais intouchable. J'ai tapé l'adresse du restaurant où Lison m'attendait. Un petit bistrot sur un toit, avec vue sur la tour Eiffel. Pas chic, pas guindé. Juste vrai. Je suis arrivée au restaurant Le Perchoir 1 heure plus tard. Paris scintillait sous la neige, une mer de lumières ambrées. Lison était là, emmitouflée dans une fausse fourrure, entourée de 3 de nos amis communs, Marc, un sculpteur sur bois, et un couple d'architectes un peu bohèmes. Quand ils m'ont vu arriver, les yeux brillants, le maquillage intact, ils ont su. Lison a levé sa coupe de champagne. Alors, a-t-elle demandé. Tu as utilisé la grenade? J'ai fait sauter toute la maison, ai-je répondu en attrapant une coupe. De Courcy m'a offert un contrat devant mon père. Papa a failli faire un AVC. Maman m'a couru après dans la neige. Les hurlements de joie de mes amis ont couvert le bruit du vent. Nous avons trinqué. Le champagne n'avait jamais eu aussi bon goût. Il avait le goût de la victoire. Mais le moment le plus marquant de la soirée n'a pas été les rires ou l'alcool. C'est arrivé vers minuit. Je m'étais isolée sur la terrasse pour regarder la tour Eiffel clignoter. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro masqué. J'ai décroché, l'instinct me disant qui c'était. Allô? Tu as gâché Noël, a dit la voix de ma mère. Elle ne criait plus. Elle pleurait. Les de Courcy sont partis juste après toi. Ton père est enfermé dans son bureau, il ne parle plus. Toscane est en crise de nerfs. Tu es contente de toi? Tu as détruit ta famille. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai senti le froid piquer mes joues, me rappelant que j'étais vivante. Je n'ai rien détruit, maman, ai-je dit calmement. J'ai juste allumé la lumière. Si ce que vous aviez construit ne supporte pas la vérité, c'est que c'était déjà en ruine. Où es-tu? A-t-elle demandé, sa voix redevenant impérieuse, comme un vieux réflexe. Rentre tout de suite. On doit régler ça. J'ai pensé au texte de la vignette de cette histoire. Ce moment précis où tout bascule. Non, ai-je répondu. Je ne rentre pas. Je fête mon succès ailleurs. Avec ma vraie famille. Celle qui n'a pas besoin de PowerPoint pour m'aimer. J'ai raccroché. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. Juste un immense vide, propre et net, prêt à être rempli par des choses nouvelles.
2 semaines ont passé. Je n'ai répondu à aucun message, aucune tentative de manipulation émotionnelle. J'ai laissé le silence faire son travail. Le silence est la pire punition pour les narcissiques, cela les prive de leur carburant. Début janvier, je suis retournée à Saint-Germain-en-Laye. Mais pas seule. Et pas par la porte de service. Je suis arrivée à 10 heures du matin, un mardi, quand je savais que mon père serait à son cabinet et ma mère chez le coiffeur. J'étais accompagnée de mon avocat, maître Valérie, et de 2 déménageurs professionnels costauds. La gouvernante, Maria, m'a ouvert la porte. Elle avait les larmes aux yeux. Mademoiselle Azilis, ils sont insupportables depuis Noël. C'est l'enfer ici. Je suis contente de vous voir. Je l'ai serrée dans mes bras. Je ne reste pas longtemps, Maria. Je viens juste récupérer ce qui est à moi. Avec une précision militaire, j'ai dirigé les déménageurs. Garage, la caisse à outils bleue, les sacs de terreau spécial, les vieilles lampes UV. Chambre du 2e étage, tous les livres sur l'étagère de gauche, le carton sous le lit. Je ne voulais rien de ce qu'il m'avait acheté. Je ne voulais que ce que j'avais acquis, trouvé ou sauvé moi-même. Alors que nous finissions de charger le camion, une voiture est entrée en trombe dans l'allée. C'était Toscane. Elle devait avoir été prévenue par la vidéosurveillance. Elle est sortie de son SUV, l'air affolé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu pilles la maison ? » « Bonjour Toscane, ai-je dit, en signant le bon de livraison. Je récupère mes affaires. Conformément à la lettre recommandée que mon avocat vous a envoyée lundi. » Toscane a changé de visage. Le masque de la colère a laissé place à celui, plus sournois, de la fausse complicité. « Écoute, Azilis, on a peut-être été un peu dur à Noël. Mais c'était pour te motiver. Et ça a marché, non ? Regarde-toi, tu as réussi. » Elle s'est approchée, tentant de me prendre le bras. Je me suis écartée. D'ailleurs, a-t-elle continué, sans se laisser démonter. Vianney a une idée géniale. Il pourrait t'aider à gérer ta trésorerie. Avec 180 000 €, il y a des optimisations fiscales à faire. Et puis, j'ai pensé, tu pourrais investir dans ma galerie d'art ? J'ai besoin d'un partenaire silencieux. J'ai éclaté de rire. C'était tellement prévisible. Maintenant que j'avais de la valeur, il voulait une part du gâteau. Toscane, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Tu te souviens de la diapositive 3 du PowerPoint de papa ? Celle sur les investissements à haut risque ? Investir dans cette famille est le pire risque que je puisse prendre. Je garde mon argent. Et je garde ma vie. Je suis montée dans la cabine du camion de déménagement. Adieu, Toscane. Dis à papa que son PowerPoint était très instructif. Il m'a appris exactement ce que je ne veux pas devenir. 6 mois plus tard. Je suis debout dans le hall du L'Héritage Vendôme. L'air est frais, parfumé par les milliers de plantes qui composent le mur végétal monumental qui s'élève sur 3 étages. C'est une cascade de vert, de pourpre, de fougères arborescentes et d'orchidées sauvages. L'eau ruisselle doucement sur la roche volcanique, créant une musique apaisante au milieu du luxe parisien. C'est l'inauguration. Les flashs crépitent. Madame de Saint-Phal est à mes côtés, rayonnante. Vous avez surpassé mes attentes, Azilis, me dit-elle. Les critiques sont unanimes. C'est un chef-d'œuvre. Je regarde la foule. Je vois Hubert de Courcy qui me fait un clin d'œil complice, un verre de champagne à la main. Je vois Lison, magnifique dans une robe verte, qui pleure de joie. Je vois mon équipe, mes nouveaux employés, fiers de ce que nous avons accompli. Et puis, je les vois. De l'autre côté de la grande baie vitrée qui donne sur la rue, il y a 2 silhouettes. Un homme âgé en costume un peu défraîchi, et une femme qui serre son sac à main contre elle. Mes parents. Ils ne sont pas invités. Ils n'ont pas osé entrer. Ils regardent depuis le trottoir, comme des spectateurs devant une vitrine de Noël inaccessible. Je vois mon père pointer du doigt le mur végétal, expliquant sans doute à ma mère que c'est sa fille qui a fait ça. Je vois dans leurs yeux un mélange de fierté volée et de regret amer. Ils réalisent qu'ils ont chassé la seule chose vraie de leur vie. Je pourrais sortir.
Je pourrais les inviter à entrer, jouer à la fille magnanime, leur offrir une coupe de champagne et les laisser se baigner dans ma gloire. Ce serait la fin Disney. Mais ce n'est pas un conte de fées. C'est ma vie. Je croise le regard de ma mère à travers la vitre. Je ne souris pas. Je ne fronce pas les sourcils. Je hoche simplement la tête, une fois, un geste de reconnaissance d'une étrangère à une autre. Puis je me détourne. Je tourne le dos à la rue, au froid, au passé. Je me tourne vers la chaleur de la salle, vers mes amis, vers mon avenir. J'ai compris quelque chose d'essentiel ce soir-là. On ne choisit pas sa famille biologique, celle qui nous donne notre ADN. Mais on choisit sa famille de cœur, celle qui nous donne nos ailes. J'ai choisi la mienne. Et elle est verte, vivante et imparfaite. Mon histoire s'arrête ici, mais la vôtre continue. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent ce que j'ai vécu. Cette sensation de ne jamais être assez bien, d'être le vilain petit canard. Si c'est votre cas, écoutez-moi bien, ne les laissez jamais écrire votre histoire. Ne les laissez jamais faire le PowerPoint de votre vie. Prenez la télécommande. Changez de chaîne. Et construisez votre propre mur végétal. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez-la. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà pris votre revanche sur ceux qui ne croyaient pas en vous? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de fleurir, même sur le béton.